Togo Info. Le Togo à votre portée. Et la liste des déclarations de candidature à la présidentielle de 2020 s'allonge. Agbeyo Mekodjo du MPDD vient s'ajouter à Jean-Pierre Fabre, Christian Spika Gamessou Podar, Aubin Ton ou encore Jerry Tama, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio ce matin. Bonjour Monsieur Tama. Bonjour. Avec vous, nous allons nous interroger. Multiplication des candidatures, déclaration de candidature à la présidentielle de 2020, un bon signe. Et pour en parler, justement, vous, auditeurs, avez la parole à travers la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Multiplication des déclarations de candidature à la présidentielle de 2020, un bon signe, c'est le thème du jour. Mais avant d'y aller, Jerry Tama, vous avez été le premier candidat officiellement investi par son parti il y a de cela plusieurs semaines. Comment est-ce que se prépare votre campagne électorale ? Combien de millions avez-vous déjà réussi à mobiliser ? Je vous remercie. Écoutez, je vous savais, le 24 août, quand on faisait notre congrès d'investiture, je préjageais de toute façon déjà qu'il y aura une cavalcade de candidatures. On ne s'est pas trompé. On est aujourd'hui heureux d'avoir été les pionniers d'une chose qui va certainement continuer jusqu'à la veille des élections. Il y en aura encore beaucoup. Forcément. Et donc, écoutez, quand un parti investit un candidat, on rentre dans une phase de pré-campagne et je pense que depuis donc, le 24 août, nous ne cessons d'être sur le terrain. Nous avons été dans la région Lakara, dans la région des Plateaux. Nous avons organisé le samedi dernier quelque chose qui est très important, c'est-à-dire un atelier de renforcement des capacités des jeunes sur justement le cadre institutionnel des élections présidentielle avec l'accompagnement des experts qui sont venus de certains ministères, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, pour être mis réellement dans le feu de la bataille, il faut être préparé. Bon, maintenant, sur la mobilisation financière, je l'ai toujours dit, c'est l'argent qui est réellement le talon d'Achille de l'opposition togolaise. Nous sommes une opposition qui est désargentée. Nous sommes dans un système où ce qui se passe ailleurs, où les hommes d'affaires, où les grandes fortunes n'hésitent pas à accompagner des formations politiques de l'opposition en vue des élections, au Togo c'est très compliqué. Les gens sont d'abord très réticents. Et puis, souvent aussi... Pour quelles raisons, à votre avis? Pour défaut de crédibilité? Non, des représailles. Des gens dans ce pays ont eu des représailles. Je ne dis pas toujours qu'elles viennent directement de la formation politique au pouvoir, mais il y a des représailles qui viennent de toutes parts, qui font qu'aujourd'hui les gens sont très réticents à donner de l'argent aux partis politiques de l'opposition. Au même moment, nous n'arrivons pas à assister à ce qu'on peut assister aussi dans d'autres pays où il y a une lame de fond, parce que vous savez, malheureusement, dans nos pays, les militants ne cotisent pas suffisamment pour donner les outils. Ils ne cotisent pas aussi parce qu'ils n'ont pas les ressources. Il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. Donc, ceci fait que une bonne partie des formations politiques vont à l'abordage de cette élection avec des moyens qui sont très limités en comparaison avec ce qu'en face on peut mobiliser. Ça reste quand même un sérieux talon d'Achille. Et il est évident que tant qu'on ne règle pas ce problème-là, les chances de l'opposition sont amoindries, minorées par cette difficulté. Vous savez, dans les pays même qui sont des pays modernes, on met beaucoup d'argent pour les élections présidentielles. On met des milliards quasiment. Alors que c'est des pays où les gens ont Internet, les gens ont la télévision câblée, donc suivent plus facilement la campagne des candidats, mais on met beaucoup d'argent. Dans notre pays où on a à peine 20 ou 15% de la population qui est tantôt sur Internet ou même sur les lignes de communication modernes et traditionnelles, vous comprenez que si vous n'avez pas la LSU pour vraiment être présent sur le terrain, c'est extrêmement compliqué. Mais est-ce qu'avec les moyens dont vous disposez, vous arrivez à parcourir un peu l'étendue du territoire à partir du moment où il est reproché à l'opposition de ne se reposer qu'au sein de la région maritime? Non, nous, je pense qu'on fait un peu la différence parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 2 semaines, nous étions dans la région de la Cara où on a fait 6 préfectures sur les 7. Avant ça, nous étions dans la région des Plateaux. Avant ça, nous étions personnellement, j'étais dans l'Est Mono pour accompagner les jeunes enfants, pour les aider pour faire la rentrée. Mais ce n'est pas uniquement le président. Quasiment tous les
tous les cadres du parti ont participé à ce don-là, que ce soit à Lomé, que ce soit dans Bassa, que ce soit dans le Moyen Mono, que ce soit dans la préfecture d'Automne. Donc, en réalité, nous essayons. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tous les week-ends, nous sommes présents sur le terrain. Le week-end prochain, je serai dans la région centrale où j'animerai 3 meetings dans 3 préfectures différentes. Je serai à Tchamba, je serai à Blita, je serai à Sotoubois. Je vais aussi faire des activités dans la préfecture de Tchaoudjo, principalement à Parata, où nous avons une fédération qui est très active là-bas. Donc voilà, nous essayons dans la mesure des moyens que nous avons, qui sont assez réduits, il faut le dire, d'occuper le terrain. Et vous savez, ce que j'ai dit, ce que nous continuons à dire, c'est qu'aujourd'hui, si tous les partis de l'opposition se retrouvent les manches et vont sur le terrain, nous allons pouvoir grappiller, aller rechercher les 50% de Togolais qui n'ont pas voté pendant les élections locales. Et qui se trouvent en majorité dans la région maritime. Non, pas forcément. Pas forcément. Les chiffres de la CENI non, mais démontrent le taux d'abstention. Non, mais quand vous regardez la région maritime, la région des plateaux, en région, même quand vous montez même dans la région de la Savane, on a eu aussi des taux de participation qui étaient assez minorés là-bas. Donc, l'essentiel, c'est de dire aujourd'hui, il faut aller partout. Il faut aller partout, où des gens même aussi votent par défaut. Quand vous avez des préfectures où vous avez des votes de taux de participation, parfois de 70-80%, où les 80% ont voté pour le parti au pouvoir, en réalité, quand vous faites un petit sondage, vous vous rendez compte que les gens ne connaissent pas d'autres formations politiques que le parti au pouvoir. Donc il faut aller apporter, je vais paraphraser, la bonne nouvelle à ces populations-là, leur faire comprendre que si elles ont envie réellement que leur quotidien change, parce que nous sommes quand même encore dans un pays où le taux de pauvreté tourne autour de 55%, si elles ont envie que leur quotidien change, il faut qu'elles donnent la chance à d'autres personnes pour essayer. Ce que nous disons aujourd'hui, quand nous allons voir les gens, c'est que il faut qu'on puisse avoir la tendance pour essayer autre chose. Essayer une nouvelle forme de gouvernance, un nouveau modèle de gouvernance. Et puis, on l'a vu au Bénin, si les gens ne sont pas satisfaits, ils reviennent à l'ancien. Ce n'est pas un problème. Mais il est temps quand même, les Togolais ne sont pas les populations les moins intelligentes de la sous-région. Il est temps d'expérimenter une alternance. C'est ce que nous disons. Et quand nous allons les voir, parfois on se rend compte que les gens disent « Ah bon, vous aussi vous existez ?» Parce que l'une des faiblesses structurelles de l'opposition, comme l'avait si bien dit, c'est de se cantonner, même pas uniquement dans la région maritime, c'est de se cantonner à Lomé et de penser que Lomé peut faire une élection peut-être locale, encore qu'on a vu sur les élections locales à Lomé unir cette année comme sur les 13 circonscriptions, 7 circonscriptions. Donc sur 13, ça fait quand même une majorité. Donc encore qu'on se rend maintenant compte que même dans Lomé qui était supposé être le fief, le bastion imprégnable de l'opposition, aujourd'hui, UNIR est majoritaire dans le Grand Lomé et on ne peut plus se contenter de dire si on a Lomé, on a le pays. Alors, comment gérez-vous cet agenda et votre fonction de député? Apparemment, vous avez l'air dopé. J'ai eu à vous recevoir plusieurs matins ici dans ce studio. Vous avez, comment dire, vous êtes un peu comme passé à la vitesse supérieure. Comment arrivez-vous à gérer? Ce matin, il y a encore une séance plénière au Parlement. Comment arrivez-vous à gérer le tout? Non, mais je pense que d'abord, je peux me targuer de sortir d'une profession où on a l'habitude de travailler normalement. Et puis je pense que la passion qu'on a à faire la politique, au fait, efface toutes les difficultés, toutes les fatigues. Il n'y a pas de métier que vous pouvez réussir sans passion. Hegel a dit rien de grand dans ce monde n'a été fait sans passion. Une fois que vous avez la passion, vous avez l'énergie, vous vous êtes dopé à fond. À cause de votre passion, faites votre travail sans aucun problème. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en session parlementaire, donc en semaine. Cette semaine-là, nous avons sur les 5 jours, 4 jours où nous sommes en séance. Et puis, à partir de vendredi soir, on repart sur le terrain, on reviendra sans aucun doute, soit dimanche soir ou lundi matin, et c'est reparti. Mais je pense que c'est quelque chose. Et puis, pour un homme politique, c'est toujours quand même quelque chose de grisant de rencontrer les populations. Elles vivent dans des situations très difficiles, mais elles ont beaucoup de dignité. Elles ont beaucoup à nous faire comprendre. Nous, ici à Lomé, dès qu'on coupe le courant, on crie que c'est la fin du monde. Mais il y a des gens qui vivent régulièrement sans électricité, mais qui ont beaucoup de dignité. Et nous avons beaucoup à apprendre de ces populations-là. À vous qui nous rejoignez, nous rappelons que vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Jerry Tama, président du NET, candidat déclaré à la présidentielle de 2020, en train de nous interroger. Multiplication des déclarations de candidature pour la présidentielle de 2020, un bon signe. Et vous, auditeurs, pourrez dans une dizaine de minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM.
Alors, est-ce que la question, le débat autour d'un éventuel quatrième mandat de Faure Gnassingbé se retrouve également à l'intérieur du pays, ces localités que vous parcourez? Non, vous savez, aujourd'hui, quand vous rencontrez les populations, vous dites qu'il pleut trop. C'est leur problème. C'est pour ça que parfois on est subjugué par l'abysse qui est entre nous, le combat d'arrière-garde qu'on peut faire à Lomé ici, en parlant de quatrième mandat, et ainsi de suite, et les préoccupations primaires des populations. La dernière fois, j'étais dans El Avagnon, le gros problème qu'il y a aujourd'hui avec Esmono, avec les pluies diluviennes, c'est que les routes sont complètement impraticables. Les gens sont obligés parfois d'aller vendre leurs denrées ou bien d'aller faire le marché du côté du Bénin. Il y a des zones aujourd'hui qui sont parfois coupées du reste du Togo pendant un mois parce que la pluie a fait gonfler les rivières. Et je peux vous dire que la question de savoir s'il y a un quatrième mandat ou pas, en tout cas personnellement, quand nous allons et que nous discutons avec les populations, ce n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. La première chose, c'est comment réellement améliorer le quotidien. Je ne veux pas dire que cette question n'est pas centrale, mais leur préoccupation primaire, c'est comment améliorer leurs conditions de vie. Maintenant, après, je pense aussi que les politiciens sont faits pour parler des questions politiques et la population parle de leur quotidien. Et donc, que nous, à Lomé, que ce soit à l'Assemblée ou hors de l'Assemblée, que ce soit avec les partis parlementaires ou extra-parlementaires, que la question éventuelle d'un éventuel quatrième mandat pose des problèmes, je le conçois parfaitement, mais je peux vous dire qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas le souci premier. Est-ce que vous voyez un lien entre un éventuel quatrième mandat, c'est-à-dire la gouvernance de Faure Gnassingbé qui se prolonge, et les conditions de vie des populations? Mais aujourd'hui, on peut quand même dire que si nous n'arrivons pas, et puis je pense que le chef de l'État l'a dit, si nous n'arrivons pas à réduire drastiquement le taux de pauvreté, il était de 105% quand M. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, il est aujourd'hui à 55%. Donc si nous n'arrivons pas à réduire, c'est sans aucun doute une question de gouvernance. C'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas dans une fatalité, il faut changer de gouvernance, il faut changer une équipe pour voir en réalité si en changeant de gouvernance, ça peut faire un déclic. Parce qu'il est évident que de toute façon, ce n'est pas M. Faure Gnassingbé qui va aller de maison en maison et augmenter le niveau de vie des gens, mais il n'en reste pas moins que nous avons un budget à exécuter, nous avons des programmes qu'on met en place, et si ces programmes-là n'arrivent pas à faire reculer de façon drastique la pauvreté, il est sans doute envisageable de changer de gouvernance. Mais personne aujourd'hui, je suis le premier à le dire, si j'avais un conseil à donner à M. Faure Gnassingbé, je lui dirais lâche l'affaire, après 3 ans de mandat, il faut peut-être laisser quelqu'un d'autre expérimenter. Mais vous savez, la politique n'est pas une question de zygomatique. On ne fait pas forcément ce que l'adversaire politique veut. Chacun essaye d'utiliser les artifices que lui permettent, que l'autorise la loi. La loi, c'est pour ça qu'on parle d'état de droit. Les artifices que lui permettent la loi pour se maintenir au pouvoir. Ça fait partie du jeu naturel en politique. La politique, c'est la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, nous avons fait une révision constitutionnelle le 8 mai qui donne potentiellement à M. Faure Gnassingbé de briguer encore 2 mandats s'il le souhaite. Moi, je vous le dis, s'il ne dépendait que de moi, je lui dirais de ne pas se présenter, mais il dépend de lui, de sa famille politique. Pour le moment, nous ne pouvons même pas, nous n'avons pas une boule de cristal pour savoir s'il se présente ou pas. Vous avez entendu Gilbert Bawara qui dit que c'est leur Lionel Messi. Écoutez, Gilbert Bawara, c'est normal qu'un militant exprime son opinion. Maintenant, après, il a donné un exemple. On peut supposer que Lionel Messi est dans la pleine force de ses moyens, mais que Lionel Messi décide que pour des raisons personnelles, il décide de ne pas jouer. Ce n'est pas interdit. Parce que la dernière réponse, quand même, revient toujours à Lionel Messi. L'opposition, son statut pour le quart est flou. Ce parti souhaiterait qu'il y ait une clarification, qu'on sache sur quels critères on est opposant ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, j'évite d'utiliser cette expression, mais personnellement, je respecte bien la position du quart. Le quart était à l'Assemblée nationale. C'était aussi un combat sur lequel il était, mais le peuple togolais s'en fout de savoir qui est opposant ou pas. Le peuple togolais dit qu'il peut nous sortir de cette situation, c'est tout. C'est-à-dire qu'honnêtement, aujourd'hui, moi par exemple, je ne revendique pas un statut d'opposant. Ce qui est le plus important pour moi, je suis au Parlement, ce que je dis, je ne le revendique pas. C'est pas une identité. Je suis Naouda, je suis fier d'être Naouda. Ma mère est Kabia, je suis fier d'avoir une partie de moi qui est Kabia, mais je ne revendique pas d'être opposant.
Honnêtement, qu'est-ce que ça nous apporte d'être opposants? Ce qui nous importe, c'est qu'est-ce que je fais à l'Assemblée. Combien de fois j'interpelle les ministres pour améliorer les conditions de vie des choses. À partir de là, les gens diront, oui, lui est un opposant ou il n'est pas un opposant. Mais aller mettre une sorte de cocarde sur ma veste en disant, considérer que je suis un opposant, honnêtement, ça m'en touche une, ça en fait bouger l'autre. Je trouve que c'est un combat d'arrière-garde, ça ne sert à rien. Au Togo, on a cette déformation où on dit, est-ce que tu es un vrai opposant? Non, on s'en fout. Honnêtement, qu'est-ce que vous faites pour l'évolution de ce pays? C'est ce qu'on vous demande. Il y a des gens qui ont passé tout leur temps à dire, moi je suis opposant. Un matin, on se rend compte qu'en réalité, c'est eux qui sont le plus liés même avec le parti au pouvoir. Ça veut dire quoi cette histoire? Donc aujourd'hui, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aider à l'arrivée de l'alternance dans notre pays? Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas encore l'alternance pour améliorer les conditions de vie de nos populations? En faisant soit, comme nous essayons de le faire, des actes de solidarité et de générosité sur le terrain. Je rappelle quand même qu'il y a des gens dans ce pays qui ont été longtemps, soit à l'Assemblée nationale avec des fonctions très importantes, mais qui n'ont jamais acheté un bic à un élève. Et ça, c'est pas normal. Parce que ce n'est pas obligé. Mais la misère qu'on a dans notre pays suppose que toute personne qui en a plus puisse le partager avec celui qui en a moins. C'est ça, au fait, cette solidarité transversale-là que nous devons pouvoir démontrer. Et par cela, on montre aux gens aussi que le jour où on sera aux affaires, on sera certes dans l'action républicaine, mais qu'on aura aussi un regard pour les personnes défavorisées et nécessiteuses. Sauf qu'on pourra vous reprocher également que vous ne faites preuve de générosité qu'en période préélectorale. Non, nous on le fait depuis longtemps. Vous savez, l'année dernière, on a couvert un établissement entièrement... dans la zone de Nikonakwe, on n'était pas en période électorale et je n'avais même à mon titre personnel qui a fait cette action-là, je ne suis pas candidat dans cette zone, mais j'ai été interpellé, j'ai réussi à mobiliser les ressources, je l'ai fait. Donc, en réalité, si on ne regarde que ça, de toute façon, les hommes politiques ils sont tout le temps en période électorale. Mais je crois que la solidarité doit être le socle de l'action politique, parce qu'au-delà de nos combats politiques, il y a des gens qui attendent, et on ne peut pas attendre 5 ans. Quand on a payé les élections, on dit, bon, écoutez, nous on attend 5 ans et quand on viendra au pouvoir, on va changer les choses. On n'a pas les moyens, je l'ai dit tout à l'heure, mais on doit montrer cet altruisme-là, cette empathie-là, en disant, le peu que j'ai, si je peux le partager, je le partage. Alors, la multiplication des candidatures à l'approche de l'élection, pour vous, est-ce un bon signe ou un mauvais? J'applaudis. Pour une fois, nous allons pouvoir savoir qui est qui dans ce pays. Les législatives et les municipales n'ont pas permis de... Non, les législatives, il y a certains qui n'étaient pas là, qui ont dit que c'est parce que... les municipales, il y avait aussi des regroupements. Il y avait au moins 2 regroupements, il y avait la C14, enfin, on va dire ça comme ça, et il y avait une coalition renouvelée. Au moins, j'espère que pour une fois, on va avoir des formations politiques qui vont, chacun au nom de sa bannière. Moi, j'applaudis par exemple particulièrement l'ANC qui a décidé cette fois-ci d'y aller tout seul. Depuis 2010, où le parti a été créé, on ne l'a pas vu à participer à une élection sous sa propre bannière, et donc du coup c'est très gênant parce que quand vous gagnez, on dit que en fait, c'est grâce aux autres, quand vous perdez, on dit que c'est à cause de vous. Aujourd'hui, toutes les formations comme les nôtres qui iront aux élections sur leur propre bannière vont pouvoir jauger leur véritable poids. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'il faut faire. Nous avons maintenant des élections à 2 tours. Mais pour qu'on puisse avoir un deuxième tour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chaque formation aille travailler sur le terrain. Ce que je ne remarque pas malheureusement et que je déplore. Il faut que chaque formation aille travailler sur le terrain, aille chercher de l'électorat et à partir de là, faire en sorte qu'il irait 49% au premier tour, minimum. Non, maximum plutôt, pas minimum. Et maximum qu'il y ait un deuxième tour. C'est tout. Donc aujourd'hui, moi, plus on est nombreux, plus on rigole. Et je crois que la multiplication des candidatures est une bonne chose. Et puis ça témoigne au fait de la vitalité de notre démocratie. Nous sommes sur un régime de multipartite. Nous avons, il paraît, 111 partis politiques. Mais pourquoi est-ce que même si... un peu en activité. Oui, mais si les 111 pouvaient aller aux élections, je pense que ce serait une bonne chose. Si vous êtes un parti politique sans compter les indépendants, puisque le code électoral autorise aussi des indépendants par le mécanisme de se présenter, je crois que c'est une très bonne chose. Cette multiplicité de choses, eu égard surtout, je le répète encore, à l'article 59 de notre Constitution qui permet maintenant un scrutin en 2 tours. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que tout cela servirait à quelque chose si les conditions d'organisation du scrutin ne sont pas bonnes et que la vérité des urnes n'est pas celle qui est proclamée? J'entends ces derniers temps, oui, le cadre électoral. Écoutez, j'aimerais quand même vous dire une chose. Comment on améliore le cadre électoral? Comment on améliore le code électoral? C'est à l'Assemblée nationale. Il faut aussi que les gens se réveillent.
Est-ce qu'à l'Assemblée, vous travaillez écoutez, actuellement, le gouvernement a fait un projet de loi de modification du code électoral. Nous, on avait dans les escarcelles une proposition de loi de modification du même code électoral. Donc, le texte va arriver parce que ça ne sert à rien. Les propositions de loi prennent plus de temps que les projets de loi. Donc ça ne sert à rien de lancer, nous, notre proposition de loi, sachant que ça risque de prendre plus de temps. On attend que la proposition du code électoral du gouvernement arrive, qu'on la monte, qu'on puisse... J'aimerais quand même aussi préciser aux gens que nous, ça fait maintenant 10 mois que nous sommes à l'Assemblée nationale et il y a eu quand même un certain nombre de lois qui sont arrivées et que nous avons réussi à amender, que nous avons réussi à intégrer des dispositions qui ne figuraient pas dans la proposition dans le projet de loi. Donc aujourd'hui, on attend que ce texte-là arrive, qui inclut maintenant le vote des Togolais diaspora. Je ne sais pas comment est-ce que le mécanisme. On va le voir et puis nous aussi, on va proposer. Et si j'ai un conseil à donner à ceux qui parlent de l'amélioration du cadre électoral... Il y en a qui demandent un dialogue. Donc pour vous, le dialogue, ça se passe au Parlement. Aujourd'hui, c'est... Mais après, maintenant, soit on veut travailler dans le cadre des institutions, ou on ne travaille pas dans le cadre des institutions. Si on veut travailler dans le cadre des institutions, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Vous, avant d'entrer au Parlement, vous avez toujours prôné le dialogue. Non, écoutez, nous avons toujours prôné que les réformes se fassent à l'Assemblée nationale. Dès le départ. Dès qu'on a parlé, on a dit que les réformes se fassent à l'Assemblée nationale. Parce que quel que soit ce que vous faites en termes de dialogue, il va falloir que ça passe à l'Assemblée nationale après. Pourquoi aller à Rome si on veut aller à Marrakech? Tout simplement, donc, si ça peut se faire à l'Assemblée nationale, moi, le conseil que je peux donner à toutes les formations, surtout les parlementaires, qui disent qu'il faut faire la révision du cadre électoral, je leur dis, c'est une bonne chose, envoyez-nous vos propositions, on va pouvoir amender. Je vous donne un dernier exemple. Tout récemment, on a fait l'étude sur l'organisation judiciaire. Il y a la société civile qui nous a saisis avec des propositions que nous avons intégrées. Et ça, je pense, c'est la nouvelle façon de travailler. La société civile nous a intégré, nous avons eu vent de ce texte-là, voilà ce que nous proposons. Et je peux vous dire que les deux propositions phares ont été intégrées. C'est vrai aussi qu'elles étaient déjà proposées par nous, mais elles ont été intégrées. Donc, aujourd'hui, vous voulez améliorer le cadre électoral, surtout le code électoral, mais saisissez les partis parlementaires pour que le débat puisse se faire au niveau des partis parlementaires et qu'on puisse éventuellement intégrer vos observations, si elles sont pertinentes. À partir de là, on va avancer. Mais maintenant, les dialogues, si vous voulez, on fait des dialogues. On en a fait 28. On peut en faire le 29. Mais moi, personnellement, je n'ai pas l'impression que tous les dialogues qui sont engagés avec l'idée que si ce n'est pas notre avis qui l'emporte, ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Tous les dialogues que nous avons fait au Togo, c'est toujours ça qui a bloqué les dialogues. Si ce n'est pas notre point de vue, on n'avance pas et puis on n'a jamais avancé. Alors dommage. Pour vous, en tant que candidat, et avant de donner la parole aux auditeurs, pour vous assurer toutes vos chances à la présidentielle, vous seriez pour une révision du fichier électoral ou la reprise intégrale du recensement, comme le demandent certains? Antoine, je suis venu à plusieurs reprises ici vous le dire. Il faut qu'on arrête de prendre la tête enfoncée dans le sable et se plaindre qu'on ne voit rien. Le vrai problème, c'est que nos agents électoraux ne sont pas fiables. Mais si le fichier électoral, il n'est pas... Non, mais je dis, le vrai problème, c'est que nos agents électoraux ne sont pas fiables. Quand vous mettez des gens dans les bureaux de vote et que vous venez vous lui demander, mon frère, tu es de quel parti? Il dit, il est du net. Et on fait depuis moi, on a 0 du net. Mais c'est ça le vrai problème. Il faut qu'on arrête de dire, oui, le fichier électoral, quand on fait le fichier électoral, on affiche les noms. Et si vous trouvez qu'il y a des gens qui ne sont pas togolais ou bien qui ne respectent pas les conditions, on vous dit, vous avez 12 heures pour saisir la CELI. Les personnes ne le font. Mais maintenant, on va dans les bureaux de vote. Vu le nombre de doublons que l'on retire à chaque audit, ce serait difficile de faire ce que je dis, dans ce cas-là, on cesse de faire comme comment on appelle ça, au Gambie, on vote avec des billes. Si vous voulez, ou bien on fait comme dans certains trucs, on s'aligne et puis chacun fait, on compte. Non, aujourd'hui on a un système, c'est peut-être pas le plus parfait, c'est pour ça que je dis, on peut l'améliorer au niveau de l'Assemblée, mais le vrai problème, c'est les agents électoraux. Nous avons des gens qui sont dans les bureaux de vote, vous cherchez après le PV, vous ne trouvez pas. Vous allez faire le dépouillement, on dit il représentait votre parti. Parfois vous avez un représentant du bureau de vote qui vient donc de membrement CELI, vous avez un délégué et ils sont deux, on fait le dépouillement, on dit votre parti 0 là-bas. Comment c'est possible? Les deux ne sont pas Aujourd'hui, nous sommes là et on est en train de parler. Demain, vous allez voir, les gens sont en train de chercher même des représentants pour les représenter dans les bureaux de vote. Et on va prendre qui? On va prendre les gens de Uni pour mettre. Et après, on s'étonne que les résultats ne sont pas fiables. Le vrai travail, c'est le terrain. Il faut qu'on fasse le travail sur le terrain. Il faut qu'on ait des agents électoraux qui ont la conscience politique pour pouvoir nous représenter valablement. Mais tant qu'on continue à faire ce qu'on fait là, on va toujours crier qu'on nous a volé et ça ne change pas grand-chose. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, à votre avis, la multiplication des déclarations de candidature à la présidentielle de 2020 est-elle un bon signe? Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour Monsieur Pelé, comment allez-vous?
Allez-y, nous vous écoutons de Doula Sami. Bonjour, monsieur Pelé. Merci. Le bilan sur les activités du Parlement. La loi sur les manifestations. Bien. La deuxième question. Bien. Monsieur Pelé, Monsieur Pelé, le chef de file de l'opposition, vous dites, c'est selon vos données ou... Bien, mais Jerry Tama vous expliquera dans quelques instants. Alors Pelé, pour vous, la multiplication des candidatures, c'est un bon signe en définitive? Bien, merci. Merci. Merci, Monsieur Pelé, d'avoir participé au débat et merci de ne revenir que demain matin dans le cadre du prochain débat. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, auditeur en ligne. Allô? Bonjour, Monsieur Goudinou, comment allez-vous? Mhm. Alors, pour vous, la multiplication des candidatures, est-ce un bon signe? Bien. Merci. Merci, Monsieur Goudinou. Passez également une excellente journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Rabiou Alassani écrit: Fini les alliances opportunistes. Si l'avancée devient difficile, seuls les durs avancent. La diversité d'opinion est une expression, une vertu de la démocratie que chaque candidat déclaré travaille sur le terrain pour sortir au second tour. Auditeur en ligne, allô? Bonjour, vous vous appelez comment? Monsieur Sadio, comment allez-vous? Vous voulez bien baisser le volume de votre radio? Allez-y, nous vous écoutons. Ça peut aller. Les 60% de participation, ça fait 40% d'abstention aussi, hein. Mhm. Alors, la multiplication des candidatures pour vous, est-ce un bon signe? Bien, merci.
Merci Monsieur Sadio d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. À côté, Conquet sur la page Facebook de Nana FM écrit que le processus électoral soit transparent et que chaque candidat ait la même chance et surtout que le président de la CENI soit impartial. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et laisser réagir Jerry Tama. Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Oui. Euh, Bonjour, monsieur Sibiti. Allez-y, nous vous écoutons, Monsieur Sibiti. Mhm. Bien, bien. Merci. Merci, Monsieur Sibiti, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, tous ceux qui ont appelé, à l'exception de Monsieur Goudino, ont estimé que c'était un bon signe, la multiplication des candidatures. Thomas est dit sur la page Facebook de Nana FM, lui, il dit que c'est un bon signe pour unir, mais un mauvais signe pour l'opposition. C'est tout comme pour les municipales, presque chaque famille avait un candidat, écrit-il, et cela a joué un mauvais tour au réservoir des voix de l'opposition. Qu'en pensez-vous? Et on reviendra Non, aux du tout, questions. du tout. En fait, en réalité, c'est que nous sommes allés aux élections locales en ne sommes pas préparés, il faut dire la vérité. Nous, à la limite, aujourd'hui, nous avons réussi à trouver 33 conseillers avec un taux, euh, un pourcentage de près de 3% à l'échelle nationale dont nous on a évolué puisqu'on reste resté dans notre circonstance. Maintenant, c'est les gens qui ont appelé, par exemple appelé à boycotter les élections locales et législatives et qui ont appelé ensuite à aller aux élections locales alors que les conditions étaient encore plus désavantageuses pour eux. C'est en fait cette incompréhension-là qui a été à l'origine de la Bérésina que nous avons tous subi. Nous, aujourd'hui, d'année en année, notre score, notre positionnement dans l'échiquier politique augmente, croît, évolue. Mais maintenant, il est évident que quand on prend les résultats, c'est beaucoup plus les partis traditionnels qui ont sérieusement chuté, mais par rapport à l'inconséquence des mots d'ordre qui ont été donnés entre décembre 2018 et juin 2019. Alors, Pelé de Doula Samé aimerait avoir un bilan par rapport aux activités du Parlement, mais on n'en a pas vraiment le temps. Non, je le lui enverrai, je prendrai Voilà. son numéro, je lui enverrai. Plusieurs textes ont été Voilà. adoptés. Et la loi sur les manifestations, avec l'intervention de l'ONU. Non, mais écoutez, aujourd'hui, il faut peut-être expliquer aux gens que le chapitre 2 de la loi sur la manifestation a été rejeté par notre groupe parlementaire. Maintenant, après, il y a le fait majorité qui est à l'Assemblée. Aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent. Il est maintenant question de faire un lobbying sans aucun doute pour voir. Nous, en tant que députés, on peut toujours réintroduire une proposition de modification. Mais vous pensez que ce texte doit être relu? Nous, on a toujours pensé que ce texte doit être relu. C'est-à-dire que quand... Mais vous disiez avec les autres partis d'opposition au Parlement que c'était une loi acceptable. Non, ce que nous disons, c'est que je reprécise bien le chapitre 2. Il y a 4 chapitres, c'était 3. Le chapitre 2 a des dispositions qui sont contraires à la liberté de manifestation. Quand par exemple, on dit qu'on doit manifester que de 13h de 11h à 18h, il est évident que s'il y a une manifestation, pourquoi on ne ferait pas une manifestation le matin? Quand on dit qu'il ne faut pas manifester devant les institutions, là on est en train de mettre en place des communes avec des maires. Des maires, ce sont des institutions. Si les citoyens ne peuvent pas aller manifester devant la commune quand ils ne sont pas contents, où est-ce qu'ils vont aller manifester? Au marché? Voilà. Donc, tout ça, c'est pour ça que parfois je regrette que les journalistes n'aient pas suffisamment accès au débat en plénière. Mais il ne reste pas moins qu'il y a un fait majoritaire. Le fait majoritaire l'a emporté. Aujourd'hui, nous sommes en train d'envisager, de discuter pour voir comment est-ce qu'il faut ramener ce texte-là au goût du jour, avec l'aide sans aucun doute de la communauté internationale, de tous ceux qui interpellent, et sans aucun doute pouvoir lever certains obstacles que nous considérons comme des obstacles contraires à la liberté de manifestation. Vos rapports avec les autres représentants de l'opposition au Parlement et puis l'ouverture aux autres acteurs, ça rejoint un peu la question de M. Sadio qui vous demande si vous travaillez
pour obtenir ce consensus et vos rapports avec le chef de file de l'opposition, a demandé M. Pérez. Vous savez, en début de mandature, nous avons reçu un courrier de l'ANC sur une loi qui est en train d'être discutée à l'Assemblée. Nous avons reçu un courrier aussi du Parti des Togolais. Donc régulièrement, nous échangeons parce que qu'on le veut ou non, la messe est dite aujourd'hui sur les 5 ans à venir. Nous sommes à l'Assemblée nationale et les partis extra-parlementaires comprennent au fait aujourd'hui l'utilité que nous avons parce que nous sommes en quelque sorte leurs représentants. Et nous prenons régulièrement, je vous ai parlé tout à l'heure de l'interpellation qu'on a eu avec la société civile. Donc, oui, nous avons des relations, nous ne sommes pas dans des relations qu'on a pu avoir quand on était dans les regroupements politiques, mais nous avons des relations qui sont des relations de partis politiques. Nous nous respectons dans notre diversité et il n'y a absolument pas de problème. Et M. Sibiti aimerait que vous décrochiez quand il vous appelle. Oui, moi je m'en excuse. Mais par contre, j'aimerais quand même peut-être faire une petite réponse à M. Sadio. Je suis bien heureux qu'ils disent que dans la région des Savanes, c'est 60%. Donc 40% n'ont pas voté. C'est exactement ce qu'ils disaient, que le faible taux n'est pas uniquement au niveau de la région maritime. Même dans les Savanes, à 40%, à 60%, ça veut dire qu'il y a 40% de la population qui n'a pas voté, tout simplement. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, bonjour, vous vous appelez comment? Toby. Toby, vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour. On va me régler mes comptes ici. Heureusement, Nana FM décroche toujours le téléphone, c'est pour ça que vous arrivez à lui parler ce matin. Alors, au-delà de cet aspect, M. Itobi, pour vous, est-ce un bon signe qu'il y ait autant de candidats déjà à quelques mois de l'élection? Est-ce un bon signe qu'il y ait autant de candidats qui s'annoncent pour la présidentielle? Bien. Merci. Merci. Allez-y très rapidement. Qui m'appelle juste à la fin. Oui, si ce n'est pas un sujet d'intérêt public, et là on n'en a pas le temps, M. Toby, après il prend l'engagement de décrocher. Appelez-moi juste à la fin de l'émission. Et vous pourrez lui parler, d'accord? Merci pour votre compréhension. Pascal, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que le grand champion est déjà connu. Les autres candidats peuvent aller se reposer au lieu de se bousculer devant une porte sans issue. Le dernier auditeur en ligne, allô? Bonjour. Monsieur Sibiti, Monsieur Sibiti, Monsieur Sibiti, mais je ne vois pas où est le malentendu. Monsieur Sibiti, alors je vous explique. Quand vous intervenez et que votre position épouse en fait celle de l'invité, il n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Vous êtes dans la même logique. Il n'y a plus de débat en fait. Donc vous avez partagé son point de vue. Vous estimez que c'est bien qu'il y ait plus de candidats. Tout le monde va se jauger. Il a dit exactement la même chose. Alors le répéter nous ferait perdre du temps. Merci de le comprendre. Sinon je n'ai nullement l'intention de banaliser vos interventions et nous vous en remercions d'ailleurs pour. Dernier auditeur en ligne. Allô? Madame Essie, comment allez-vous? Alors, est-ce un bon signe pour vous? Alors, 12e ou 14e, Madame Essie, oui, là n'est pas le débat ce matin. La question est de savoir si pour vous, est-ce un bon signe qu'il y ait autant de candidats? Qu'est-ce qui a avancé? Et vous également, Madame Essie? Bien, merci Madame Essie. Directement, allez-y, vous avez une autre question? Si vous avez une autre question, allez-y, vous en avez le droit.
Vous voulez dire alternance par région ou gouvernance? Ah, je comprends. Bien. Bien, merci Madame Essie d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Itobi, il a souhaité également que vous décrochiez le souci pour lequel il appelait. Il va vous en reparler. Madame Essie aimerait savoir comment on devient général. Il faut s'adresser aux forces armées togolaises. Elle estime que vous, Ah non, vous êtes non, passé par là. je suis là en tant que politicien candidat déclaré, pour savoir comment pas général. Il faut vous savez, s'adresser à l'armée. vous prenez la route d'Agoy, là, il y a une clôture, vous arrêtez, vous leur demandez comment on devient général, ils vous répondent, il n'y a pas de souci. Alors, l'alternance régionale, et elle Je dit suis- même sans élection. Je suis contre, il n'y a pas de... Pourquoi? Au fait, aujourd'hui, en ce moment-là, vous enlevez la souveraineté du peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, sincèrement, moi, je me considère comme Togolais, je ne me considère pas comme un Togolais du nord ou du sud. J'ai des identités qui sont personnelles, mais en dehors de ça, sur le plan laïque, sur le plan de la République, je suis Togolais. Et donc, je ne peux pas aujourd'hui me permettre de dire, écoutez, si demain vous avez deux gardes d'Anéhor qui sont très bons, quand le premier garde d'Anéhor, il fait 5 ans, qu'on dise, ah, écoute, comme l'autre a fait 5 ans, ou bien il a fait 10 ans, toi tu n'as pas le droit parce que il faut que le pouvoir passe à Tabligo. Ça n'a absolument pas de sens. Il faut tout simplement laisser la souveraineté au peuple. Aujourd'hui, le plus important... Elle estime que c'est truqué. Non, enfin, mais que oui, la mais souveraineté écoutez, du c'est peuple tellement, ne vous savez, s'exprime pas. c'est tellement facile de se lever et de dire tout c'est truqué. Nous sommes sur le terrain. Ce que nous disons, il faut que les gens nous aident. Il faut que, je parlais tout à l'heure des agents électoraux. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas à la CENI, vous mettez des gens qui sont des délégués, il faut pouvoir les payer. Parfois, on n'a pas l'argent pour le faire. Et quand vous cherchez des volontaires pour dire, écoutez, vous qui dites que vous êtes de l'opposition, est-ce que vous êtes prêts à aller passer une journée entière dans un bureau de vote pour représenter un candidat? Vous cherchez les gens, vous ne les trouvez pas. Mais si c'est pour aller rester sur les réseaux sociaux ou parfois comme ça et à faire des révolutions de couloirs et de salons, oui, on trouve les gens. Mais après, honnêtement, on a 9000 bureaux de vote. Est-ce qu'on ne peut pas avoir 9000 Togolais qui décident, quel que soit le parti, de dire bénévolement nous allons défendre le vote des gens là dans le bureau de vote? Mais les gens, vous dites, allez me représenter dans un bureau de vote, soit ils sont payés par la CENI, ou bien même ils vous disent, si vous ne les payez pas, ils ne vont pas. Mais après, c'est les mêmes personnes qui vont vous dire, on fraude. Et ils estiment qu'aujourd'hui, tout le monde fonctionne à l'intérêt. Bah oui, mais si donc les dans ce cas-là, il candidats- faut choisir ton camp, camarade. Soit tu veux l'intérêt, soit tu veux l'alternance. Mais tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Apparemment, les politiciens ont les deux, c'est la Ah conception ben non, que mais les justement, gens ont. ce que j'ai dit tout à l'heure en début d'émission, c'est que nous sommes pauvres. Il faut dire la vérité. L'opposition togolaise, là, nous tous, là, on est pauvres, on n'a pas l'argent. Alors- Donc, si les gens veulent la révolution, qu'ils aillent accompagner les partis politiques. Au lieu de rester dans leur salon, au lieu de rester sur leur clavier et dire oui, oui, on fraude, mais allez sur le terrain, allez accompagner les gens. Sinon, ça ne sert à rien. Sur la page Facebook de Nana FM, les deux dernières réactions, comme l'enviable et Cli, de toutes les manières, c'est clair que le pouvoir a une longueur d'avance avec l'incohérence de la politique de l'opposition. C'est une bonne chose pour unir, qu'il y ait autant de candidats, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est triste, mais il faut reconnaître que la victoire est garantie pour unir en 2020. Et puis Mathias Ameonio qui dit, qu'est-ce qui a changé dans le processus électoral au Togo pour que cette vague de candidature soit un bon signe? 2020 risque d'être plus catastrophique. Votre mot de la fin. Non, c'est comme je le dis souvent, nous avons un beau pays. Le Togo est réellement l'ordre de l'humanité. C'est entre nous, acteurs politiques, de trouver les moyens de réconcilier la nation avec elle-même et de faire en sorte que tous les citoyens puissent jouir des richesses et des ressources incommensurables que nous avons dans ce pays. Merci Thierry Tama d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Dans quelques instants, Sandra Anthony s'installe pour les avis et communiquer. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat.